C'est avec un large sourire qu'on se retrouve cet après-midi. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022. On se retrouve bien sûr dans le cadre de cette émission de prolongation football sur les antennes de For You Media Africa. Nous allons bien sûr décrypter, débriefer les rencontres des quarts de finale de la 22e édition de Coupe du Monde de football. De très belles surprises. Cette Coupe du Monde, oui, elle nous réserve pas mal de surprises. Elle est palpitante, c'est le moins qu'on puisse dire, avec bien sûr les qualifications héroïques de la Croatie face au Brésil ou encore du Maroc face au Portugal. L'Argentine également a composté son ticket pour les demi en battant au tir au but la formation des Pays-Bas. La France est venue à bout de l'Angleterre grâce notamment à un certain Olivier Giroud. Les affiches d'ailleurs de ce dernier carré seront également revues dans le cadre de cette émission de prolongation football avec un focus, un grand format sur le Maroc. Cette sélection-là qui fait fièrement honneur au continent africain du côté du Qatar. Le Maroc, première sélection africaine qualifiée donc pour le dernier carré de la plus prestigieuse compétition de football. Qu'est-ce qui fait la force de ce Maroc? Jusqu'où iront les hommes de Walid Regragui qui pour arrêter cette sélection particulièrement engagée, jusqu'ici réputée être la sélection qui a bien sûr la meilleure défense de cette compétition. Un seul but encaissé pour les Lions de l'Atlas depuis le début, depuis d'ailleurs le coup d'envoi donné le 20 novembre dernier. Voilà donc le menu de cette émission de prolongation football. Pour en parler, ils seront deux. On les présente juste après cette transition. Jojo, ça sort. Vous faites bien d'avoir choisi For You Media pour vous informer notamment en ce qui concerne l'actualité sportive. Nous parlons en particulier bien sûr du football, mais plus précisément de la 22e édition de Coupe du Monde de football, rendue au stade des demi-finales, mais bien avant d'évoquer ce stade de la compétition, mais surtout de parler de ces affiches qui seront certainement alléchantes sur le papier, mais également sur le terrain. Parlons tout d'abord de ces fameux quarts de finale. On met sur la table la première affiche et pour en parler ce soir, nous accueillons bien sûr le consultant permanent de cette émission de prolongation football. Il s'agit de Loïc Foka qui nous fait l'honneur d'être également d'être une fois de plus des nôtres cet après-midi. Bon après-midi Loïc, bienvenue. Merci Baudelaire, merci, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, surtout que c'est un thème qui est assez intéressant au vu de ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager 7h30 avec vous. Voilà Loïc, avec vous, nous reviendrons largement bien sûr sur ce qui s'est passé durant les quarts de finale de cette compétition, mais nous parlerons également du Maroc. Qu'est-ce qui fait la force de cette sélection aujourd'hui qualifiée pour les demi-finales? Nous dirons un mot bien sûr sur les autres affiches de ces demi-finales. Vous ne serez pas seul car tout à l'heure nous irons également retrouver Jojo Lawson qui est également analyste sportif. On attend bien sûr l'arrivée également dans ce studio d'un certain Achille Sarr qui sera également de notre. Mais avant de parler du Maroc, avant de parler des affiches bien sûr de ces demi-finales de la 22e édition de la Coupe du Monde de football, parlons tout d'abord d'un quart de finale qui a particulièrement marqué les esprits, cette rencontre entre le Brésil et la Croatie. Au bout du bout, les coéquipiers de Neymar ont trouvé l'ouverture de score. Bien sûr, c'était durant les prolongations. Il a fallu qu'en face, il y ait une solide équipe croate, par l'entremise bien sûr de Bruno Petkovic à la 117e minute pour rétablir la parité. Et derrière, c'est une équipe croate qui est habituée à la fatidique séance de tir au but, qui réussit une fois de plus d'ailleurs à remporter son match après avoir éliminé en 8e de finale le Japon dans le même exercice. Alors, avant de parler de la Croatie, disons un mot sur ce Brésil, Loïc, qui pourtant était arrivé du côté de Doha avec les ambitions affichées, aller chercher une 6e étoile et la broder sur le maillot jaune du Brésil. Finalement, ça ne sera pas le cas pour ce Brésil comme lors de l'édition 2018 qui est donc éliminé en quart de finale. Comment l'avez-vous trouvé durant cette compétition, le Brésil de Neymar? Alors, c'était un choc. Un choc, cette élimination du Brésil est d'ailleurs prématurée parce que on aura beau être au quart de finale d'une compétition comme la Coupe du Monde,
mais sortir en cas de finale lorsqu'on s'appelle le Brésil reste toujours une contre-performance. On sait que c'est l'équipe la plus titrée du tournoi, qui est à 5 titres, 5 trophées. Et on sait que c'est une équipe qui n'a pas remporté la Coupe du Monde depuis 20 ans. Depuis 2002. Depuis 2002, voilà, ça fait quand même une éternité chez les Auriverdés. Donc, et surtout avec le plein de confiance. Le plein de confiance que cette équipe affichait et les ambitions, la qualité des joueurs, parce qu'il faut le dire, l'équipe du Brésil a une qualité de banc exceptionnelle, peut-être même la meilleure du monde à l'heure actuelle. Une équipe A, l'équipe B, équipe C est toujours compétitive pour une Coupe du Monde. Mais malheureusement, elle est tombée de très haut, de très très haut. Et pour un pays où le football est quasiment une religion, ça a dû faire mal. Qu'est-ce qui a manqué à ce Brésil-là? Vous parlez de tomber de très très haut face à la Croatie. On a vu une équipe qui pourtant a réussi à ouvrir le score durant les prolongations sur un but d'ailleurs de Neymar. Mais par la suite, on l'a senti un peu emprunté. Je ne sais pas trop ce qui a manqué à cette équipe-là pour aller réaliser son rêve, celui bien sûr d'accrocher cette 6e étoile. Alors, ça s'est joué au mental. Ça s'est joué au mental parce que vous avez une équipe de Croatie qui... les 7 derniers matchs à élimination directe de Coupe du Monde a enchaîné 6 prolongations. Le seul match qui n'a pas conduit aux prolongations, c'était la finale. La finale en 2018 contre l'équipe de France. On voit une équipe qui joue très bien ses coups, une équipe qui a toujours les ressources mentales et physiques pour aller titiller les grosses équipes aux prolongations. Alors, rappelons-nous que le parcours de cette équipe de Croatie en 2018, la Croatie sort l'Angleterre. L'Angleterre qui était aussi donnée l'une des favoris de ce tournoi, l'une des équipes favorites de ce tournoi, et à la grande surprise, réussit à tirer cette équipe d'Angleterre aux prolongations, et voilà, à scène le coup qui fait mal. C'est ce qui s'est passé face au Brésil. Le Brésil, au fur et à mesure que le temps passait, ça devenait difficile. Ça devenait difficile. Je ne suis pas sûr que cette équipe avait préparé les tirs au but, parce qu'on le voit depuis le début de la compétition. C'est une équipe qui veut très vite mener au score, qui veut très vite mettre son adversaire dans les difficultés afin de gérer tranquillement les fins de match. Mais ça n'a pas été le cas. C'est une première quand même pour cette équipe de se retrouver en prolongation depuis le début de ce tournoi. Donc. Déjà, bon, c'est vrai que c'était le deuxième match à élimination directe. Il y a eu le match face à la Corée du Sud où ils ont très vite plié le match. À la première mi-temps. À la première mi-temps. Et je pense que face à la Croatie, qui est un adversaire un peu plus huppé, ils ont essayé de faire pareil. Mais à la Croatie, c'est une équipe différente. La qualité des joueurs, exceptionnelle. Je pense notamment aux jeunes défenseurs de 20 ans qui ont encore montré face au Brésil. On parlait de Guardiol. Guardiol qui fera partie des top 5 défenseurs dans le monde. Et ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que symptomatique d'un état d'esprit pas assez conquérant de l'équipe du Brésil. Parce que lorsque vous réussissez à mettre un but, comme on l'a vu, ce coup de génie de Neymar aux prolongations, et que par la suite, il vous reste 10 minutes à gérer, vous encaissez un autre but, ça fait mal. Ça fait clairement mal. Un mot pour cette équipe quand même croate qui, comme lors de l'édition 2018, se retrouve notamment dans ce dernier carré de la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Cette Croatie pourtant qu'on a trouvé, Loïc, emprunté en phase de groupe, une Croatie qui a eu du mal pratiquement à sortir de la phase de groupe. Il y a eu ce match nul à l'ouverture face au Maroc. Derrière, elle s'est bien ressaisie en gagnant pour composter son ticket lors du dernier match face à la Belgique. On l'avait trouvé emprunté, mais on a l'impression qu'en phase de groupe, c'est une toute autre Croatie qu'on a en phase d'élimination directe, effectivement. Oui, effectivement, c'est le propre des grandes équipes. Le propre des grandes équipes, ce sont des équipes qui montent en régime. On a des équipes qui, voilà, en phase de groupe, commencent tout doucement. Et à un certain niveau de la compétition, prennent la vitesse de croisière. Donc, on a l'équipe de Croatie qui était déjà dans une poule très compliquée avec le Maroc, avec l'Espagne. Avec la Belgique, et surtout le Canada. Voilà, pardon, pas l'Espagne, mais surtout le Canada. Donc, avec le Maroc a quand même réussi à sorti premier de cette poule, et il fallait pour la Croatie ne pas perdre face à la Belgique, et c'est qui a été le cas. Donc je vais dire que on s'est dit à un moment donné que c'est une équipe vieillissante qui n'aura pas vraiment grand chose à faire dans cette compétition, surtout que le dernier Euro était décevant de la part des Croates, mais on voit que c'était cette vieillesse, cette vieille garde est quand même voilà, je vais dire c'est quand même l'arrière-garde. On parle de Luka Modric au milieu de terrain, on parle de Marcelo Brozovic.
Mateo Kovacic, entre autres, Ivan Perisic encore sur le côté. On parle de Dejan Lovren à l'axe. Peut-être le plus jeune, l'un des plus jeunes, c'est Guardiol. Bon, Guardiol, je pense qu'il est le plus jeune. Le plus jeune peut-être du 11 titulaire, 20 ans. Ouais. Mais on a des joueurs qui... Kramaric, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, tous ces joueurs qui sont titulaires, qui sont dans la trentaine, 30. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être l'habitude de suivre le football, il faut savoir que c'est un âge assez délicat. C'est vrai que dans la vraie vie, dans la vie réelle, c'est ça leur force, ces Croates-là. C'est-à-dire ce mélange-là, ce savant mélange entre cette expérience et ces jeunes qui intègrent la sélection. Il n'y a pas eu on a l'impression qu'il n'y a pas eu une sorte de rupture brutale entre le groupe vice-champion du monde en 2018 et le groupe qui se retrouve en 2022 du côté de Doha au Qatar. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde le groupe croate d'il y a 4 ans, on voit qu'il y a Mandzukic qui manque. Qui n'est plus là. Ivan Rakitic qui n'est plus là. Également. On a le gardien Subasic qui avait également réalisé une grande Coupe du Monde. Voilà, il y a des joueurs Vichalko qui aussi n'est plus là. Mais en général, c'est la même ossature. Parce qu'au milieu de terrain, on a des joueurs comme Brozovic, on a Kovacic, on a Modric. En attaque, on a Perisic. On a Rebic qui ne participe pas malheureusement à cette Coupe du Monde en raison de blessures, mais qui était aussi là il y a 4 ans. On a le jeune Livakovic qui était également dans le groupe. Le gardien de but, très bon d'ailleurs, la séance de tir au but. Il était plus jeune à l'époque, il était 23 ans. Il était un peu plus jeune, moins expérimenté. Et puis il était plus là dans un rôle de doublure. Mais voilà. Donc je veux dire que globalement, c'est un groupe qui n'a pas vraiment changé. C'est un groupe qui est resté là. Moi, ce qui m'impressionne dans ce groupe, c'est la longévité. Comment des joueurs aussi âgés, parce qu'il faut le préciser aujourd'hui, l'équipe croate, parmi toutes les équipes qui ont été qualifiées en 8e de finale, l'équipe croate est l'équipe qui avait la moyenne d'âge la plus élevée de la compétition, près de 30 ans. Donc on voit quand même que c'était très haut comparé aux équipes telles que le Brésil où c'était 27 ans et où on comptait très peu de joueurs avec de 31 ans et plus. Donc on voit qu'il y a de la longévité. C'est la vieille garde qui a rassuré. Et il y a aussi ces ressources mentales qui leur ont permis de se hisser jusqu'en finale de cette compétition. Cette fois-ci encore, cette même combativité mentale a été sauvegardée. C'est quoi leur secret au tir au but? Parce que là, c'est une équipe pratiquement qui est imprenable quand elle arrive dans cet exercice-là. On ne la donnait pas favorite, effectivement, selon les bookmakers, face au Brésil, mais c'est une équipe qui, à chaque fois, s'est misée sur cette vieille garde dont vous parliez, Loïc, c'est-à-dire s'appuyer sur les cadres, que sont entre autres Luka Modric, Mateo Kovacic ou encore Marcelo Brozovic en défense, le très expérimenté Dejan Lovren dans les buts, Livakovic en attaque, Ivan Perisic ou encore Kramaric. Mais on se rend quand même compte que cette équipe-là a un point fort aujourd'hui. C'est la fatidique séance de tir au but. Vous l'avez dit, lors de l'édition 2018, du côté de la Russie, clairement, elle avait réussi à venir au bout, on va le dire comme ça, pour ceux ici en finale, à chaque fois à l'issue de la séance de tir au but. Alors, on se dit, mais c'est quoi le secret de la Croatie lorsqu'on arrive au tir au but? Peut-être la question, on vous demanderait peut-être de lire dans une boule de cristal. Je sais que vous n'êtes pas sélectionneur parce que vous n'êtes pas Dalic, mais c'est sûr que dans cet exercice, c'est une sélection, franchement, qui fait peur aujourd'hui, qui fait trembler. Oui, c'est une sélection qui fait trembler. C'est une sélection qui nous montre qu'au tir au but, elle est quasiment imparable. Et on voit que le plan de jeu, il est simple. Vous tirez aux prolongations et voilà, procéder à la séance de tir au but. Mais non, plus sérieusement. Je pense que c'est une équipe qui prépare bien les tirs au but. Déjà, avec le gardien de but qui, jusqu'ici, réalise des arrêts décisifs, qui réalise des arrêts records. On voit que dans la compétition, il a déjà réalisé peut-être, disons, un record, avec un record de 8 arrêts effectués au cours d'un match. Je crois que c'est le record dans l'histoire de la compétition, ou bien dans cette compétition. Je pense qu'il faudra vérifier ce détail. Mais on voit un gardien qui est un très bon, en anglais on appelle ça shot keeper. Donc un gardien qui a la possibilité de stopper les tirs. Donc il a vraiment quelque chose en plus par rapport au gardien. On va parler par exemple de la qualité des relances qui, voilà,
comme on aime le dire aujourd'hui, au 21e siècle avec les gardiens aujourd'hui, mais il a très bon sur ses C'est peut-être son point faible aujourd'hui, la relance. Mais sur sa ligne, il est très bon. Bon, sur la relance, c'est vrai que je n'ai pas particulièrement observé sa qualité de jeu balle au pied, mais la qualité que moi je dirais très élevée, c'est cette capacité à maintenir ses appuis au sol et d'effectuer les bonnes parades et de stopper le tir avec les mains fermes. Comme j'ai dit, il a réalisé un nombre d'arrêts incalculable face au Brésil et au tir au but. Il a encore montré qu'il est sur la lignée du grand gardien qui a été Daniel Subasic. Sur la lignée des grands gardiens croates, entre autres Subasic, Livakovic, en train de réaliser une compétition jusqu'ici propre, avec bien sûr tout ce qu'on lui connaît comme qualité. Livakovic certainement qui devra porter une fois de plus cette équipe croate lors des demi-finales. Et puisqu'on parle de ces demi-finales, la Croatie affrontera effectivement l'Argentine qui de son côté a eu plus de mal, à battre les Pays-Bas. L'Argentine qui a pourtant très rapidement mené au score 2-0. Par la suite, le collectif s'est totalement effondré, encaissant 2 buts coup sur coup en toute fin de rencontre par l'entremise bien sûr de Vergoz. Derrière, il y a eu ces prolongations pour une séance de tir au but. Et une fois de plus, un autre gardien a brillé. Là, c'est Martinez. Mais avant d'évoquer le cas de Martinez, le cas de Lionel Messi ou bien du collectif argentin dans sa globalité, un mot quand même sur les Pays-Bas, mon cher Loïc Foka, qui... On les a sentis en phase de groupe, ils ont dominé, contrairement à la Croatie, eux ils ont littéralement dominé leur groupe avec le Qatar, avec l'Équateur ou encore le Sénégal. Il y a eu un non-match pratiquement face aux États-Unis pour tomber face à l'Argentine. Est-ce que vous pensez que pour son réel premier adversaire, les Pays-Bas n'ont pas tenu la dragée haute? Non, je dirais pas ça, Parce que d'aucuns estiment que en face de groupe, il y avait le Sénégal, il y avait l'Équateur, il y avait le Qatar. En 8e, il y avait surtout les États-Unis. Mais que face à un premier redoutable adversaire, les Pays-Bas n'ont pas su saisir vraiment leur chance là. Est-ce que vous portez également la même analyse aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que cette équipe de Pays-Bas déjà en phase de poule, c'était le premier match face à cette équipe du Sénégal. Qui a été un match très difficile pour les Hollandais. Parce que l'équipe du Sénégal a réalisé une grosse rencontre, n'a malheureusement pas remporté. Donc on a vu une équipe de Pays-Bas qui, dans les grandes rencontres, était capable de souffrir et de trouver des ressources mentales pour aller chercher la victoire. Face au Sénégal, on l'a très bien vu. Donc je ne dirais pas aujourd'hui que pour le Pays-Bas, ça a été le réel premier adversaire, non. Parce qu'on a vu durant la compétition que ce Sénégal-là était aussi une équipe de grande qualité qui a quand même réussi à se qualifier pour le tour prochain. Donc face à l'Argentine, aujourd'hui je dirais l'Argentine est dans la même optique que la Croatie. Après la défaite face à l'Arabie Saoudite, on s'est dit l'Argentine va retomber dans ses travers, mais elle a réussi à se relever, surtout par l'entreprise de Lionel Messi. Elle a réussi à se relever. C'est l'équipe des Pays-Bas qu'on avait pourtant bien revue durant, bien sûr, cette rencontre. Les Pays-Bas qui font un magnifique boulot jusque-là, qui le faisait. Par la suite, derrière, il y a malheureusement cette prolongation, mais surtout cette séance de tir au but qui leur est fatale, avec notamment un très très bon gardien en face. Il s'agit de Martinez côté de l'Argentine. On va poursuivre bien sûr nos échanges en relevant cette fois ce qui a réellement manqué à ce collectif. Pourtant, jusqu'ici, bien outillé. On a retrouvé en défense centrale le défenseur bien sûr de Liverpool, entre autres Virgil van Dijk. On a trouvé de très très bons garçons également dans ce collectif. On parle entre autres du joueur de l'Inter de Milan qui était sur le côté droit. On parle entre autres du gardien de but Memphis Depay sur le secteur offensif. Pourtant, quand on regarde le collectif, Loïc, on se rend compte que cette génération-là avait tout, mais alors tout, pour faire mieux qu'un quart de finale. Est-ce que c'est aujourd'hui une déception de voir les Pays-Bas sortir dès les quarts de finale? Grosse déception. Grosse déception parce que, pour moi, les Pays-Bas étaient l'outsider de la compétition. L'outsider, c'est-à-dire qu'un favori, un prétendant au titre, mais qui ne fait pas partie des favoris. Parce qu'on a une liste de favoris, et puis il y a des équipes qui sont capables d'aller titiller les plus grosses équipes et
décrocher cette victoire. Moi, c'était les Pays-Bas. Surtout que quand on regarde l'effectif, vous avez cité les noms tout à l'heure, vous avez oublié de parler pour moi qui était le meilleur, l'un des meilleurs joueurs de cette compétition, Cody Gakpo, qui a réussi quand même une phase de poule de haut vol, qui a réussi quand même à porter cette équipe de Pays-Bas au plus haut dans cette compétition. Mais malheureusement, ces Pays-Bas sont tombés sur une équipe qui était plus revancharde, qui a beaucoup plus faim, qui est prête à aller au combat. Et on sait à quel point, par exemple, cette équipe d'Argentine est à la quête de ce titre mondial. Ça fait quand même plusieurs décennies que du côté de l'Argentine, on attend ce trophée. Donc voilà, les Pays-Bas, il y a plein de choses à dire dans l'avenir parce que quand vous avez Cody Gakpo, 23 ans, vous avez Matthijs de Ligt qui est à peine 22-23 ans. Vous avez des joueurs comme Dumfries. Dumfries de l'Inter. Voilà, vous avez Jurrien Timber, vous avez Kenneth Taylor, Gravenberch. Vous avez tous ces jeunes joueurs qui ont moins de 24 ans. Ça augure de bonnes choses pour cette sélection. Et avec le retour de Roman Koeman sur le banc, ça pourra... voilà, ils pourront aller... Là, c'est Luis Van Gaal. Non, je veux dire que Luis Van Gaal a laissé place à Ronald Koeman, effectivement. Déjà, c'était acté. Il était dit que Luis Van Gaal était là juste pour la Coupe du Monde. Et puis, Ronald Koeman devait faire son comeback. Devait refaire son comeback. Et voilà. Et il l'a fait. Et il est revenu. Je pense qu'il va reprendre cette sélection où il a laissé. Parce que Ronald Koeman avait abattu quand même un boulot extraordinaire avec cette équipe de Pays-Bas avant de signer au FC Barcelone. Là, il revient. Et cette fois-ci, cette équipe des Pays-Bas est plus armée que son précédent passage. Et il y a de quoi s'enthousiasmer pour la suite, pour le futur de cette équipe. Parlons de l'Argentine, l'adversaire des Pays-Bas dans ce fameux quart de finale qui s'est disputé jusqu'au tir au but. Une équipe de l'Argentine qui avait également mal démarré sa Coupe du Monde sur une défaite face à l'Arabie Saoudite, 1-2. Mais derrière, elle a très rapidement enchaîné une victoire face au Mexique, une autre derrière pour une qualification en huitième de finale où l'équipe vient à bout de l'Australie, 2 buts à 1, une qualification également en quart de finale et puis une autre en demi-finale à l'issue bien sûr de ce match fou face aux Pays-Bas. Cette équipe de l'Argentine, jusqu'où ira-t-elle, mon cher Loïc? Jusqu'où ira-t-elle? On verra bien parce que jusqu'ici, elle réussit quand même à déjouer les pronostics. C'est vrai que l'Argentine reste le champion sud-américain en titre, le récent vainqueur de la Copa América. Effectivement. Mais avec le début de la compétition, on s'est dit, oh, cette équipe d'Argentine, attention, elle est retombée dans ses travers. Mais aujourd'hui, on voit à quel point, match après match, qu'elle est capable de faire très mal à ses adversaires. On a vu notamment avec l'élimination des Pays-Bas, pour moi, qui a été le véritable gros test pour cette équipe durant cette Coupe du Monde. Et elle a répondu présent. Surtout que, voilà, il y a un 2-0 qui est un avantage de 2 buts et qui malheureusement encaisse 2 buts dans les 20 dernières minutes, disons dans... C'est vrai que les prolongations, les temps additionnels étaient de 10 minutes. Donc on va dire dans les 30 dernières minutes du match, pratiquement. Les arrêts de jeu, ce coup franc, juste dans le temps additionnel de la rencontre. Et les tirs au but. Et on parlait tout à l'heure de Livakovic, le gardien croate. Mais Emiliano Martinez aussi est un grand gardien de tir au but. Très bon, Voilà, il nous a déjà montré durant la Copa América en 2020 qu'il pouvait être un excellent, un exceptionnel gardien de but. Et il a amené même cette équipe d'Argentine en finale de Copa América grâce à ses prouesses au tir au but. Et il a encore prouvé face aux Pays-Bas. Donc cette fois-ci, je dirais que voilà, il y a eu un peu de relâchement mental, mais il y a aussi cette force. On voit que c'est une équipe qui a faim, une équipe qui veut donner à Messi cette Coupe du Monde parce que le football lui doit au moins ça. Vous pensez que c'est son année, Lionel Messi? C'est l'année où il faudra impérativement tout faire pour aller chercher cette Coupe du Monde qu'il souhaite tant depuis le début de sa carrière? Oui, il est à 6 jours d'un rêve. Il est à 6 jours. Bon, je ne veux pas me projeter à la finale parce qu'il y a d'abord une demi-finale. Effectivement. Mais je veux dire qu'il a 6 jours. Il a 6 jours pour faire de ce rêve une réalité. Parce que la prochaine Coupe du Monde, 2026, Canada, États-Unis, Mexique, il n'est pas sûr de participer parce que Lionel Messi aujourd'hui c'est 35 ans. En juin prochain, il a 36 ans. Donc pour la prochaine Coupe du Monde, il sera à 39 ans. On ne sait pas si déjà à 39 ans, Léo Messi continuera à jouer au football ou bien il ne sera pas physiquement inapte à jouer une compétition comme la Coupe du Monde. Donc c'est l'année ou jamais. Mais non, cette Coupe du Monde a été pleine de surprises.
et je préfère être prudent. Une Coupe du Monde avec bien sûr d'énormes surprises à mettre bien sûr à l'actif de ces différents acteurs qui nous livrent un spectacle plutôt alléchant sur la pelouse, du moins sur les différentes pelouses, que ce soit du côté de Doha ou du moins Al Rayyan, les différentes infrastructures mises en place pour abriter bien sûr cette 22e édition de Coupe du Monde de football. Nous, on ne s'ennuie pas, on vit l'une des plus belles Coupes du Monde jamais vécues jusqu'ici. On a parlé, messieurs, de la rencontre entre les Pays-Bas et l'Argentine. On a parlé de l'une des affiches également les plus attendues de ces quarts de finale. C'était le match qui a opposé le Brésil à la Croatie. Prenons cette fois ce fameux duel qu'on attendait, entre autres, qui était autre que la France qui affrontait bien sûr l'Angleterre. Un duel d'avant-centre avant tout, d'un côté Kylian Mbappé ou encore Olivier Giroud, de l'autre la jeunesse, Jude Bellingham. On a eu d'autres joueurs et également dans cette formation anglaise qui se sont illustrés durant cette compétition. On parle entre autres, on pense à Phil Foden, on pense à John Stones, Maguire ou alors le très bon gardien de but Pickford. Mais revenons sur la rencontre en elle-même, Loïc Foucault, France-Angleterre, quart de finale. Comment avez-vous trouvé ce choc qui était quand même jusqu'ici l'un des plus attendus de ces quarts de finale? Alors, j'ai particulièrement suivi cette rencontre parce que France-Angleterre, ça reste quand même un classique du football mondial. Et en dehors du football, c'est aussi une rencontre de deux grandes nations. Vous savez, au Cameroun, on parle français, on parle anglais. Il y a... Bon, plus sérieusement, c'est une rencontre que moi j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Parce que d'un côté ou comme de l'autre, il y a de grandes individualités. On a des joueurs comme Kylian Mbappé, côté France, Antoine Griezmann. On a Olivier Giroud qui est pour moi la grosse surprise de l'équipe de France parce que à 34 ans, je n'imaginais pas, 34-35 ans, je n'imaginais pas qu'un Olivier Giroud qui n'a cadré aucun tir en 2018, en Coupe du Monde de 2018, soit à ce niveau. Franchement, pour moi... Reviennent aussi fort, c'est-à-dire on retrouve un Giroud, on a l'impression qu'il est un phénix, qu'il renaît de ses centres, lui qui à une période pourtant n'entrait plus dans les plans Didier Deschamps, il faut le dire, il faut être honnête et le reconnaître. Aujourd'hui. C'est vrai qu'il réalise une grosse saison du côté de l'AC Milan et ne pas le convoquer aurait été scandaleux. Mais comme je le dis, c'est un joueur qui a été énormément critiqué en 2018 pour son apport qui était en deçà de la moyenne parce que l'équipe de France a peut-être remporté cette Coupe du Monde, mais il y avait des individualités qui n'étaient pas au niveau, notamment Olivier Giroud. Quand j'ai parlé par exemple de 0 but en compétition et même pas un tir cadré, pour moi ça a été le gros point noir de cette équipe de France en 2018, mais c'était pas ça le plus important. Le plus important était le titre final. Mais en 2022, on voit qu'il est revanchard. Il a déjà auparavant depuis le début du tournoi, parmi les meilleurs buteurs, juste derrière son coéquipier Kylian Mbappé. Parmi les meilleurs buteurs. Et en plus, il a battu le record de nombre de buts marqués en sélection française. Il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 53 buts. Ça reste quand même pour moi, ça reste quelque chose de phénoménal. Quand on a une équipe où il y a eu Michel Platini, Juste Fontaine, Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé. Kylian, il est toujours là. Il est encore jeune. Bon, sans doute, il va pulvériser ce record. Mais on a eu des Karim Benzema, Thierry Henry, tous ces joueurs, tous ces grands attaquants, ça montre quand même que ce que Olivier Giroud est en train de faire est exceptionnel. Et pour revenir au match, parce que voilà, je parlais de ces individualités côté français, côté anglais aussi. On a probablement l'une des plus grandes réserves de footballeurs dans le monde. Quand vous avez des jeunes joueurs comme Phil Foden, vous avez des jeunes joueurs comme Declan Rice, Jude Bellingham, vous avez des joueurs comme... Vous parlez de ces jeunes joueurs, Loïc, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé face à la France, parce que quand on revient sur le scénario en lui-même du match, la France trouve l'ouverture du score grâce à un certain Aurélien Tchouameni, le franco-camerounais, d'une somptueuse frappe à l'extérieur de la surface de réparation. Derrière, il y a un penalty qui est accordé à l'Angleterre. Harry Kane se charge de le transformer. Derrière, il y a un autre but français signé Olivier Giroud pour son 4e de la compétition. Mais avant, bien sûr, la fin de match, l'Angleterre obtient un autre penalty que cette fois, Harry Kane n'arrive pas à convertir. Il ne convertit pas, parce que voilà, s'il réussit à convertir ce penalty, je ne sais pas si on analyse ce match de la même façon, même angle qu'aujourd'hui. Parce que s'il égalise, on ne sait pas ce qui peut se passer à la suite. Peut-être mettre en 3-2, bien
aller aux prolongations, tirer, je sais pas. Ça a été quoi le problème de cette Angleterre Pour qu'on moi, avait pourtant trouvé très très bon, du moins que ce soit en phase de groupe ou alors en huitième de finale face au Sénégal. Qu'est-ce qui a manqué aux Three Lions, comme on les appelle affectueusement, face bien sûr à l'équipe de France, actuellement également tenant du titre? Je pense qu'ils ont joué le match avant le match. Ils ont joué le match avant le match. Et vous savez, le football, c'est un sport qui n'aime pas les déclarations. C'est un sport qui n'aime pas les déclarations. C'est un sport qui exige des acteurs d'avoir une certaine humilité lorsqu'on a le micro. Parce que oui, dans le vestiaire, vous pouvez avoir des discussions, mais il y a des mots qui ne doivent pas fuiter dans la presse. Parce que avant le match, il y a eu plein de remous. On a des joueurs comme Kyle Walker qui disent que je sais comment stopper Mbappé, je sais comment l'arrêter. Mais est-ce qu'il n'a pas reçu son pari, puisque sur tout le match, Mbappé a été pratiquement esselé. D'accord, je suis supporter anglais et je me réjouis du fait que malgré la défaite, Kyle Walker a stoppé Kylian Mbappé, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est les 3 points. Est-ce qu'en stoppant Mbappé, vous avez réussi à obtenir la victoire? Oui, on célèbre, mais si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Donc, je parlais tout à l'heure de jouer le match avant le match. Les Anglais ont joué ce match avant le match, parce que même la presse anglaise... C'est quoi le manque d'humilité? Je pense que c'est un trop plein d'enthousiasme. Trop plein de confiance? Je vais dire que de la suffisance. De la suffisance. C'est le même problème que l'équipe du Brésil a eu. Vous jouez la compétition avant la compétition elle-même. Vous savez, le football est un sport démocratique où le savoir a été démocratisé. C'est-à-dire que même les équipes les plus faibles peuvent avoir accès à un type d'information, des informations aujourd'hui qui vous permettent de faire chuter les plus grandes nations. Parce qu'aujourd'hui, des gens s'émerveillent devant les prouesses de, entre guillemets, petites équipes, mais ne voient pas le travail qui est abattu au fond. Avant d'affronter ces grandes équipes, tout à l'heure, effectivement, nous parlerons du Maroc. Voilà, il y a un travail qui est effectué. Il y a un travail, ce ne sont pas des victoires de hasard. Il y a un travail qui est effectué. Et ce travail est fait sur la base des éléments qui ont été rendus accessibles aux acteurs. Quand je parle par exemple de la datification du football, par exemple le fait de mettre à la disposition des données qui expliquent des phénomènes. Parce que vous avez des données, par exemple, le nombre de centres, le nombre de passes effectuées, le nombre de courses effectuées, tous ces détails donnent des informations sur le style de jeu d'une équipe. Et aujourd'hui, toutes les équipes peuvent avoir accès à ces données pour étudier les adversaires et asséner les coups, savoir quelles sont leurs forces, quelles sont les faiblesses et exploiter les faiblesses afin de mettre à mal ces grandes équipes. Donc aujourd'hui, le statut d'une équipe ne lui donne pas le droit, ou bien ne lui donne pas le droit de tenir un certain nombre de déclarations. Parce que vous ne jouez pas contre des plots, vous ne jouez pas contre des arbres, vous jouez contre des footballeurs professionnels. C'est la Coupe du Monde. Ceux qui sont là-bas ne sont pas là-bas par hasard. Et on parle quand même de l'équipe de France. L'équipe de France qui est dernier vainqueur de cette Coupe du Monde. L'équipe de France qui a l'un des vivriers les plus productifs, l'un des vivriers les plus prometteurs du football. Quand vous avez un joueur comme une très belle jeunesse quand même. Vous ne dites pas ce genre de choses. Je veux dire qu'il y a plein de... La presse anglaise s'est vraiment enflammée pour cette rencontre, a essayé même des jeux de mots à la française. Dans les rues de Paris, il y a des images qui ont circulé. Dans les rues de Paris, il y avait à tout bout de champ des titres provocateurs. Et voilà, lorsque vous le faites, vous devez gagner un match. Et ça aussi, ça sert de motivation supplémentaire à l'équipe que vous allez rencontrer en face, parce qu'ils vont se dire que voilà, ces gens, ils pensent qu'ils nous ont gagné. On va leur montrer que voilà, nous sommes l'équipe de France et que nous sommes les champions du monde. Et ça, c'est ce qui a manqué à cette équipe de l'Angleterre, cette suffisance-là, on va le dire comme ça, peut-être un trop plein de confiance, excès d'enthousiasme avant bien sûr d'affronter l'équipe de France, championne du monde en titre. Oui, la France n'est toujours pas éliminée, elle est en course et elle pourrait bien sûr conserver son titre de champion du monde au soir du 18 décembre prochain, devenant ainsi la seule sélection à avoir réussi à le faire depuis
60 ans. Nous dirons un mot tout à l'heure sur ce très attendu, sur cette rencontre très attendue d'ailleurs des demi-finales entre les Lions de l'Atlas du Maroc, mais surtout bien sûr, l'équipe de France, l'équipe conduite aujourd'hui par un certain Kylian Mbappé, Olivier Giroud, milieu de terrain, on retrouve de très bons joueurs, Olivier, ou du moins Tchouaméni entre autres, ou alors le très revenant, Adrien Rabiot. Je voudrais qu'on dise un mot sur Rabiot quand même, et on peut pas ne pas dire un mot sur Adrien Rabiot, Loïc. Également, pratiquement dans la même situation qu'Olivier Giroud il y a quelques années, indésirable, pratiquement au sein de la sélection, suite à des propos qu'il avait tenus, ou du moins que sa maman également avait tenus, un peu dur, un peu acerbe vis-à-vis de Didier Deschamps, mais l'entraîneur, ou du moins le sélectionneur français, s'est retrouvé dans une configuration où il n'avait pas trop de choix suite à ces nombreuses blessures qui ont été enregistrées juste avant le tournoi. On parle de N'Golo Kanté qui n'était pas présent, on parle entre autres de Paul Pogba, mais là, il a l'ingénieuse idée de ramener un certain Adrien Rabiot qui nous fait, franchement, qui lui fait du bien aujourd'hui dans ce milieu de terrain. Oui, qui lui fait du bien, c'est une grosse surprise. Bon, je ne vais pas dire grosse surprise parce que déjà... Ouais. Il y a la situation du joueur. Adrien Rabiot n'était plus en état de grâce dans cette équipe de France. Il y a quelques temps, il y a quelques années, notamment à raison de des raisons extrasportives, son comportement vis-à-vis de l'entraîneur et de l'institution footballistique de cette association française de football. Aujourd'hui, avec les absences de Paul Pogba, N'Golo Kanté dans ce milieu de terrain qui est Pogba Kanté qui est souvent la paire alignée dans ce milieu de terrain. On voit que Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot viennent quand même faire oublier le bien fou que Kanté et Pogba ont fait à cette équipe, notamment dans les dernières compétitions internationales. Donc pour moi, ça reste quand même dans le sillage d'Olivier Giroud, des joueurs qui m'ont agréablement surpris. Je ne les attendais pas à ce niveau. Ils nous ont montré aujourd'hui que la carrière d'un footballeur est longue, elle est pleine de hauts et de bas, et il ne faut jamais dire que un joueur, sa carrière elle est terminée, tant qu'il n'a pas encore tiré sa révérence. Voilà donc ce qu'on pouvait également dire sur Adrien Rabiot qui est donc revenu en état de grâce, du moins pour ce qui est de cette 22e édition de Coupe du Monde de football, et qui réalise un tournoi jusqu'ici pratiquement irréprochable. Prenons la dernière affiche, Loïc Eloge Foka, de ces quarts de finale. L'affiche qui a opposé entre autres les Lions de l'Atlas au Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo en larmes au coup de sifflet final. En cause, bien sûr, la défaite du Portugal sur un but de Youssef El Nesri. Et oui, le Maroc qui fait donc la fierté du continent avec cette qualification historique pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football. Loïc, Portugal, Maroc, ce fameux quart de finale. Ici, on le refaisait en quelques mots. Portugal-Maroc, aujourd'hui, le Maroc qui est la première nation dans l'histoire du football africain à accéder au dernier carré. Il n'y a pas que le football africain. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une équipe, en dehors de l'Europe ou de l'Amérique du Sud accède à ce niveau de la compétition. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une performance historique. C'est une performance historique et ça montre, tout à l'heure je parlais de la démocratisation du football. Ça montre aujourd'hui que le football n'appartient plus à un cercle de nations, un cercle fermé de ces nations habituées à atteindre ce niveau de compétition. Aujourd'hui, les connaissances sont accessibles à tous, à tout le monde. Les connaissances notamment footballistiques, les recettes. Et aujourd'hui, on voit que le Maroc est notamment à sa place parce qu'elle ne l'a pas démérité, elle n'a pas volé. Et sortie d'une poule où il y a la Croatie qui est vice-champion du monde, la Belgique demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et sortie première de cette poule, éliminer l'Espagne qui est vainqueur de cette Coupe du Monde en 2010. Ensuite, en quart de finale, vous sortez le Portugal, champion d'Europe en 2016. Ça montre que c'est quand même
quelque chose d'extraordinaire que voilà, Walid Regragui est en train d'abattre. C'est quoi la force? C'est quoi la force de ce Maroc? Vous faites bien de revenir sur ce parcours exceptionnel avec seulement un seul but. Et oui, un seul but encaissé, ce qui fait d'ailleurs du Maroc la meilleure défense jusqu'ici de cette Coupe du Monde. Alors vous avez si bien fait de revenir sur le parcours dans un groupe serré, difficile, aux côtés de la Belgique, aux côtés de la Croatie, aux côtés du Canada, mais ils ont fait fi bien sûr de ce groupe pour sortir premier après un match nul face à la Croatie. Derrière, il y a eu une belle victoire, 2-0 face à la Belgique pour une nouvelle victoire bien sûr lors du troisième match face au Canada. Une victoire également au tir au but face à l'Espagne en huitième de finale, même scénario, ou du moins une autre victoire, un but à zéro effectivement face au Portugal, pour une qualification historique en demi-finale. Alors, quand on regarde, on revient sur ce parcours-là, comment l'expliquer? Quelle est la force de cette équipe du Maroc? Bon, déjà, il faut préciser qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Il y a eu un changement d'entraîneur. Justement, c'est ça attendu qu'il y ait une dislocation, qu'il y ait un déséquilibre entre le départ de Vaïd Halilhodžić et l'arrivée de Walid Regragui. Je pense qu'il y a eu ce changement d'entraîneur qui est pour moi le facteur X. Parce qu'il arrive il y a 3 mois. Oui. Il a dit en conférence de presse. 3 mois avant le début de la Coupe du Monde. 3 mois, voilà, 3 mois avant le début de la Coupe du Monde. Il a dit en conférence de presse que lorsqu'il est arrivé dans ce vestiaire, il a eu de vives discussions avec des joueurs. Il a dit il y a eu des discussions où, bon, voilà, il y a eu des éclats de voix. Il ne s'entendait pas forcément avec certains joueurs, mais cette discussion était nécessaire pour rallier les troupes. Et il dit aujourd'hui, tout le monde est avec lui, tout le monde se bat pour ce même objectif. Pour moi, ça a été un discours qui était très fort. Parce que ça montre déjà, et il le dit, les joueurs ce ne sont pas des joueurs de football, ce sont mes amis. Ils ne les appellent pas joueurs de football, ils les appellent des personnes qui jouent au football. Donc tu vois, il a la dimension humaine qu'il met devant dans ses rapports avec ses joueurs. Il est là comme le grand frère, qui accompagne ses autres frères dans la gloire. Parce que ça, c'est très important. Parce qu'avec le coach Vaïd qui est réputé pour avoir une personnalité assez forte, parce que partout où il est passé... C'est-à-dire qu'il y a une certaine souplesse dans le management. Il y a une certaine souplesse. Depuis l'arrivée de Walid Regragui, je parlais de leadership. C'est un véritable leader. C'est un leader, c'est celui-là qui conduit ses troupes vers le sommet. Et il le dit, il le fait comprendre dans ses discours. Mais en dehors de ça, ça c'est pour moi le facteur X. Mais en dehors de ça, parce que si je veux un peu, ouvrir ce sujet, on voit que cette année, le vainqueur de la Ligue des champions africaine, c'est un club marocain. Le Wydad Casablanca. Le Wydad Casablanca. Le vainqueur de la Coupe de la CAF, qui est, pour ceux qui suivent le football européen, qui est l'équivalent de la Ligue Europa. C'est un club marocain. Le vainqueur de la Ligue des champions féminines en Afrique, c'est un club marocain. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Coupe d'Afrique des Nations féminines. De Maroc, le Maroc qui décroche sa première qualification à une Coupe du Monde féminine. Et vous avez l'équipe marocaine, meilleure défense de la Coupe du Monde. Meilleure défense même de toutes ces nations, qui n'a encaissé qu'un seul but. Et c'était un but contre son camp. Depuis l'arrivée de Walid Regragui, qui a encaissé un seul but, match amicaux et compétitions confondues. Officielles confondues, oui. Le seul but que cette équipe a encaissé était un but contre son camp. Face au Canada, d'ailleurs. Face au Canada. Donc vous voyez, toutes ces informations concernant le Maroc nous poussent à réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, les exploits de l'équipe du Maroc ne sont que dus à une prouesse qui sort de nulle part? Moi, je dis non. Parce qu'il y a eu un débat qui a été fait autour de cette qualification. Certains qui l'ont qualifié de qualification hasardeuse, entre guillemets, et autres. Et ça fait bien vous faites bien de relever tous ces éléments-là. C'est-à-dire, ça montre qu'on n'est pas surpris quand même de l'avoir à ce niveau. Cette équipe du Maroc. Bon, demi-finale, je vous avoue, je ne vous cache pas, je suis surpris de les voir. Je ne les attendais pas en demi-finale. Je voyais un très beau parcours, mais demi-finale, je ne croyais pas. Mais ce n'est pas un hasard de les retrouver. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, en football, les grandes nations ne poussent pas de terre comme des champignons. Ce sont des projets qui se construisent. En 2009, pour moi, le facteur X
de ce succès du football marocain, pas seulement de l'équipe du Maroc, c'est la décision 2009 prise par le roi Mohamed VI qui lance son académie de football. Il lance son académie de football et il met les moyens en jeu afin que l'éducation sportive, notamment footballistique, des jeunes joueurs soit au top. Et on voit qu'au fil des années, le Maroc a encore repris du volume. On voit que ce sont des clubs qui, localement déjà, travaillaient sur le championnat local, masculin comme féminin. Importer les talents. Importer les talents, pourquoi? Parce qu'au niveau de l'encadrement des joueurs, il faut des personnes qui ont côtoyé le haut niveau, qui ont des connaissances assez poussées du football moderne. D'où la nomination de certains entraîneurs comme Reynald Pedros à la tête de la sélection féminine. Qui, pour ceux qui ne suivent pas le football féminin, Reynald Pedros, dans le football féminin, c'est un entraîneur qui a remporté énormément de titres. Avec Lyon, il amène son expertise au sein de cette équipe. On a eu des nominations comme Hervé Renard, qui a été à la tête de cette équipe. Hervé Renard qui a réalisé des exploits avec des équipes partout où il est passé. Avec la Zambie, il a remporté une CAN improbable avec cette équipe de Zambie. Donc c'est un bâtisseur. Donc on voit, il y a eu cette expertise qui a été amenée au sein du football local marocain, plus les travaux de formation qui étaient déjà effectués. Il y a eu ce mix. Aujourd'hui, dans l'effectif marocain, il y a 4 joueurs issus de la forme de l'académie Mohamed VI. Cette académie qui a été créée en 2009. Donc vous voyez que ça porte des fruits. Ça ne sort pas de nulle part. Et le projet de la fédération était de fournir l'équipe nationale à 50% des joueurs locaux. Je crois que c'est à 70% même. 70% des joueurs locaux. Donc, les joueurs de l'équipe nationale doivent être constitués à 70% des joueurs locaux. Et ils ne s'arrêtent pas là. Pour fournir de tels talents à l'équipe nationale, il faudra d'abord développer le championnat local afin d'avoir les joueurs les plus compétitifs possibles. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on voit que les vainqueurs de la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF africaine sont tous les deux du Maroc. Et l'entraîneur responsable de cette victoire marocaine avec et la tête de la sélection nationale. La tête de la sélection. Et il a conduit cette équipe en demi-finale de la Coupe du Monde de football. De la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Cette équipe marocaine se prépare depuis des années pour ce type de compétition et pour arriver à ce niveau. Pour arriver à ce niveau, une équipe du Maroc qui peut compter sur un très très bon collectif. On parle entre autres dans les buts d'un certain Yacine Bono, infranchissable, un seul but encaissé depuis le coup d'envoi de cette 22e édition de Coupe du Monde donnée le 20 novembre dernier. Une défense constituée entre autres d'Akraf Hakibi, de Romain Saïs, de Naïf Aguerre ou encore de Masraoui. Au milieu de terrain, on retrouve des individualités également qui portent Amrabat en numéro 6, mais surtout Ounahi. Ça, c'est la révélation pratiquement de ce collectif-là. Lui, il est encensé par tout le monde. Ce jeune joueur, c'est le dossier numéro 8 pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, Ounahi, qui fait de très très bonnes choses. Il a été encensé en 8e de finale par l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique. En quart de finale, il sort une nouvelle masterclass pour une prestation de haut volt, de haut niveau. Une fois de plus, et certainement, il sera attendu pour cette rencontre des demi-finales face à l'équipe de France. Dans le côté offensif, on retrouve également de très très bons éléments. Ce trio d'attaque, ou du moins d'attaquants, qui est d'ailleurs mené entre autres de Sofiane Boufal, d'Hakim Ziyech ou encore de Youssef El Nesri. Mais je voudrais qu'on revienne sur Hakim Ziyech, puisque vous avez ouvert un parallèle tout à l'heure entre Walid Regragui et bien sûr le coach Vahid Halilhodžić. On se souvient effectivement qu'Hakim Ziyech était indésirable sous l'ère Vahid Halilhodžić. L'une des premières décisions qu'a prise Walid Regragui dès qu'il a été porté à la tête de cette formation, c'est de ramener ceux qui étaient à l'époque jugés entre guillemets persona non grata. Et quand on parle de ces jours-là, on parle d'Hakim Ziyech, on parle de Masraoui. Aujourd'hui, on se rend clairement compte qu'en phase finale de Coupe du Monde, ce sont ces joueurs-là qui portent également la sélection. Oui, évidemment, lorsque vous avez des joueurs qui ont des statuts de titulaires ou bien qui nous enchantent dans les championnats européens chaque week-end, vous avez quand même, vous vous dites à un moment donné, comment se passer de ces joueurs. Hakim Ziyech, c'est un joueur de grande qualité. Il nous l'a montré depuis son passage à l'Ajax. Et c'est vrai qu'à Chelsea, les choses ne marchent pas forcément comme on le voudrait. Mais c'est un joueur qui nous a montré ce qu'il vaut. Et puis, cette décision de le ramener
dans l'effectif marocain était une décision voilà, justifiée. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les résultats, on voit Mazraoui, il reste quand même le leader technique de cette attaque. C'est le joueur qui est capable de vous faire une passe millimétrée. Il a sa qualité de passe, sa qualité de dribble aussi, qui permet d'effacer 2-3 défenseurs et d'effectuer la passe qu'il faut. Donc c'est un joueur qui, pour moi, reste essentiel. Il y a eu des remous avec l'ancien sélectionneur Vaïd, qui, voilà, on a compris que le coach Vaïd était un coach à forte personnalité, et notamment lorsque vous avez des stars dans votre équipe, ça devient un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, on est ravis de voir Hakim Ziyech, de voir Mazraoui, même si au Bayern Munich, il n'est pas encore titulaire, mais on voit à quel point il est important pour cette équipe. De voir Achraf Hakimi, qui malgré son jeune âge, nous montre déjà des signes de maturité. Il nous montre qu'il fera certainement partie des plus grands à l'avenir. Et vraiment, c'est du pur bonheur. On a parlé tout à l'heure de Azzedine Ounahi, qui a été encensé par Luis Enrique. Luis Enrique même, qui ne se souvient pas de son nom. Mais il a dit, ce numéro 8. Oui, parce qu'il n'y a pas que face à l'Espagne qu'il a réalisé cette grosse performance, face au Portugal encore, le jeune joueur de 22 ans d'Angers, qui nous montre que, voilà... Et qui est déjà pratiquement convoité, hein. On l'annonce du côté du FC Barcelone, entre guillemets, sont des spéculations, des rumeurs, parce que clairement, la Coupe du Monde qu'il réalise est exceptionnelle et phénoménale. Forcément, la Coupe du Monde a toujours été une vitrine pour certains joueurs. Ça a été toujours une vitrine. On voit qu'avec Dominique Livakovic aussi, on en parle du côté de Bayern Munich, notamment avec la blessure de Manuel Neuer, qui a dû déclarer forfait pour le reste de la saison. On a vu le transfert de James Rodriguez au Real Madrid, qui intervient après la Coupe du Monde 2014. Toni Kroos, bon, c'est vrai que c'était acté un peu plus, peut-être 2 jours avant le début de la Coupe du Monde, mais en général, la Coupe du Monde, c'est une vitrine. Parce que le football s'arrête, tout le monde a les yeux sur certaines équipes, et c'est l'occasion pour certains joueurs de montrer ce qu'ils valent. Aujourd'hui, Ounahi, 22 ans, milieu d'Angers, avec sa prestation à la Coupe du Monde, c'est sûr que les prétendants vont se bousculer. C'est sûr que les prétendants vont se bousculer pour ce jeune joueur de 22 ans, Azzedine Ounahi, qui nous séduit dans cette Coupe du Monde. On parle de ces individualités qui composent d'ailleurs cette formation, ou du moins cette sélection du Maroc. Comment ne pas parler de cette défense, une défense de fer, une défense solide, qui ne franchit, qui subit, mais qui ne rend jusque-là aucunement, puisqu'on parle surtout de cette charnière centrale jusqu'ici constituée de Naïf Aguer ou encore de Romain Saïs. C'est vrai que Naïf Aguer était absent pour cause de blessure lors du match face au Portugal, mais c'est également l'un des points forts aujourd'hui de cette équipe du Maroc, Loïc, qui à chaque fois se repose pratiquement sur un très bon plan de jeu, mais surtout sur cette défense qui est infranchissable. Une défense infranchissable. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis l'arrivée de Walid, Regragui à la tête de cette équipe, c'est un but encaissé. Un but encaissé, pour moi, c'est phénoménal. Un but encaissé, je ne sais pas, il faudra compter une dizaine de matchs. Je ne sais pas combien de matchs ça fait déjà. Et puis, un but encaissé lorsque vous avez rencontré Croatie, Belgique, Espagne, Portugal. Vous avez des équipes, le Portugal surtout, qui a réussi à marquer 6 buts à la Suisse au match précédent. Donc il faut se dire que c'est une grosse performance défensive. J'ai jeté un coup d'œil aux statistiques. Moi j'ai vu que l'équipe marocaine est une équipe qui est capable de laisser le ballon, qui laisse même le ballon. À guise d'illustration, 27% de possession de balle face au Portugal pour le Maroc, 23% de possession de balle face à l'Espagne. Ce sont des records jusqu'ici, mais à chaque fois c'est le Maroc qui sort vainqueur. Voilà, on va voir que c'est une sorte de pragmatisme. C'est une équipe qui a conscience de ses forces. Qui a conscience des forces de l'adversaire. Parce que vous ne pouvez pas garder le ballon face à une équipe d'Espagne qui compte de très bons joueurs de ballon. Vous ne pouvez pas garder le ballon face à une équipe du Portugal qui compte aussi de très bons joueurs de ballon. Donc vous leur laissez le ballon et puis vous profitez des occasions que vous avez pour asséner un coup. On a vu que ça s'est fait. Donc vous réussissez à faire déjouer les équipes des grandes nations telles que le Portugal ou l'Espagne, en leur laissant le ballon, leur donnant la possibilité d'effectuer 1000 passes et plus, mais des passes en réalité qui ne servent à rien, qui sont incapables de briser les lignes défensives, qui sont incapables de faire déjouer peut-être le système défensif de cette équipe. Pour moi, ça reste une grosse performance. Gagner 2 fois de suite de grosses équipes
de cette façon. J'espère vraiment que face à la France, cette équipe ne va pas faire sauter son verrou. Et voilà. Une petite stat également qui devrait faire plaisir à nos amis marocains, puisqu'ils sont nombreux à nous suivre. Depuis le début de cette Coupe du Monde de football, le Maroc a sorti les grands d'ailleurs du football européen. On parle de la Croatie, on parle de la Belgique, on parle d'Espagne, on parle du Portugal. Toutes ces équipes font partie du top 10 dans le classement FIFA. Ça, c'est également une performance exceptionnelle. Alors, puisqu'on a parlé de ces individualités, on est quand même en droit de se projeter sur cette demi-finale qui s'annonce Maroc-France. Est-ce que les Marocains, Loïc et Lochfoka, peuvent rééditer l'exploit des huitièmes et des quarts? Ça sera face aux champions du monde en titre, la France, les Français d'ailleurs. Est-ce qu'ils peuvent rééditer ces différents exploits-là? Ce sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Difficile, mais pas impossible. C'est difficile, c'est pas impossible, parce qu'en face, vous avez l'équipe de France, qui est tenant du titre, qui a sorti l'Angleterre, qui était la meilleure attaque du tournoi. Et une équipe qui a une attaque diversifiée, des joueurs très dangereux. Ce sera vraiment un sacré défi. Et surtout que l'effet de surprise est en réalité estompé. Parce que en huitième de finale, tout le monde s'attend à ce que l'Espagne marche sur le Maroc. On s'attend à ce que ce soit un match facile. Un match où les Espagnols réussissent à gagner 3-4-0. Mais on voit que cette équipe de Maroc a tenu bon. Maintenant, il y a eu ce quart de finale face au Portugal. On s'est dit, bon, oui, l'équipe a déjà réalisé un quart de finale. Il y a aussi le poids de l'histoire où jamais une équipe africaine n'a réussi à se qualifier pour les demi-finales. Mais réussit quand même à se qualifier pour ces demi-finales. Donc, il y a d'abord cet effet de surprise qui est estompé. Parce que je pense que l'équipe de France sera très bien avertie face à cette équipe marocaine. Et c'est un pays qui a une certaine... qui a une certaine histoire avec le Maroc, parce qu'il y a une grosse communauté de Marocains sur le territoire français. Donc ce sera une rencontre très intéressante à suivre. Un match politique également. Quand on regarde tout ce qu'il y a autour, bien sûr, entre le Maroc, ou du moins entre la France et la plupart des pays du Maghreb. En toutes les façons, nous reviendrons largement sur cette rencontre. Mais avant, je ne vous coupe pas, Loïc, il faudrait qu'on prenne également la réaction de Jojo Lawson, qui était également analyste de sport. Il est revenu sur ce très attendu Maroc-France. Ça sera en demi-finale et on suivra bien sûr cette rencontre mercredi prochain. Mais bien avant, bonsoir à vous messieurs. Est-ce que le Maroc peut-il rééditer l'exploit cette fois face à l'équipe de France? La rencontre Maroc-France reste une rencontre assez ouverte, parce que contrairement à ce que les gens pensent, les Marocains ont quand même su relever le défi, sorti premier dans une poule composée du Canada, la Belgique et la Croatie, est loin d'être quelque chose d'anodin. Ensuite, battre l'Espagne et le Portugal derrière, ça montre que cette équipe marocaine est vraiment compétitive et qu'elle s'est entourée des armes nécessaires justement pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc l'exploit, je ne dirais pas que ça sera un exploit en réalité, parce que voilà, on a quand même deux équipes qui peuvent faire jeu égal. C'est vrai que sur le vécu, sur l'historique, les Marocains n'ont pas la même histoire que l'équipe de France, mais je veux dire sur le terrain, les Marocains ont les armes nécessaires pour pouvoir renverser cette équipe de France qui justement d'ailleurs n'a pas été si brillante lors des rencontres précédentes, parce que excepté la rencontre face à la Pologne, la rencontre face à l'Angleterre a été très compliquée pour l'équipe de France, ce qui nous a permis aussi justement de voir que face à une équipe qui produit un jeu rapide, qui a des ailiers rapides et qui produisent du jeu, les Français peuvent être facilement mis en difficulté. Donc pour répondre à la question, oui, les Marocains sont capables de battre l'équipe de France, mais je ne pense pas que ça sera vu comme un exploit, parce que déjà depuis le début de la compétition, cette équipe marocaine a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation, et elle a su renverser la situation face à des équipes qui sont tout aussi fortes que l'équipe de France. Demi-finale, Loïc Foka, en cas de victoire du Maroc face à l'équipe de France, parce qu'il estime que ce que le Maroc a déjà réalisé jusqu'ici est absolument formidable et exceptionnel. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon? Déjà, oui.
c'est que on a la première demi-finale de l'histoire du Maroc. Première demi-finale de l'histoire du continent africain. Donc c'est exceptionnel. Je pense que à ce niveau, dire le contraire serait vraiment faire preuve de mauvaise foi, ou bien ne pas être lucide sur la situation, ou bien ne pas être lucide sur ce qui arrive actuellement. Ce qui arrive est phénoménal. Ce qui arrive est phénoménal. Maintenant, dire que voilà, ce sera un match voilà, égal. Bon, je reste un peu dubitatif parce que j'ai parlé tout à l'heure de cet effet de surprise qui sera estampé. Aujourd'hui, la France sera prévenue, saura en quoi s'en tenir face à cette équipe de Maroc. Maroc qui a déjà surpris. Mais est-ce que le fait que la France soit préparée à une éventuelle mauvaise surprise ne peut pas également être, on va dire quoi, peut-être jouant à la défaveur du Maroc qui jusqu'ici, on va dire, peut-être également comptait sur cet effet de surprise pour venir à bout des autres sélections. On parle du Portugal, on parle de l'Espagne. À chaque fois, les équipes ont pratiquement été poussées à leur dernier retranchement. Mais est-ce que le fait que l'équipe de France arrive avec, veut dire quoi, les scores des autres, ou du moins est un aperçu de ce qui s'est passé, notamment face au Portugal, encore à l'Espagne, ne peut pas jouer en la défaveur du Maroc aujourd'hui? Bon, je pense qu'il y a on pourra dire beaucoup de choses à ce sujet. On pourra dire énormément de choses à ce sujet, mais je pense quand même que cette équipe du Maroc, ça reste pour moi, ça restait pour moi la plus grande force de cette équipe du Maroc, c'est-à-dire l'effet de surprise. L'effet de surprise, ça reste pour moi cette force, mais cet effet de surprise n'est plus là. Il y a des équipes aujourd'hui qui sont capables de prévoir des coups. Et je suis curieux de savoir ce que ça va donner cette équipe de Maroc. Je suis curieux de savoir comment elle se débrouillera si par exemple elle a la possession de ballon. Parce qu'on a vu... mais ça sera compliqué d'aller chercher une possession de balle face à la France. Mais ça c'est sûr. Ça peut très bien ça peut très bien un dispositif tactique mis en place pour mettre à mal les Marocains. Parce que vous êtes un entraîneur, en face, vous avez la France. Enfin, en France, vous avez des joueurs de ballon tels que Griezmann, vous avez Giroud qui est très bon pour les remises, Mbappé, des joueurs techniquement au-dessus de la moyenne. Le duel annoncé également entre Mbappé et Achraf Hakimi sur ce côté gauche. Voilà, bon, je veux mettre surtout en avant la qualité, par exemple, de la technicité des joueurs, la capacité à conserver la balle. Et puis vous vous dites, normalement, je suis le Maroc, je ne suis pas favori, donc c'est eux qui auront la possession. Mais la France anticipe le coup. Elle anticipe le coup, elle préfère laisser la possession aux Marocains. Parce que dans le plan de jeu marocain, ils n'ont pas prévu de garder la possession. Et généralement, quand ils ont la possession, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la possession? Vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des équipes qui ne savent pas quoi faire. Ça me rappelle le match olympique de Marseille-Tottenham. Le match retour au Vélodrome. Ce match qui scelle l'élimination de Marseille. Où il y avait ce dispositif tactique où l'équipe de Tottenham a laissé le ballon à Marseille. Mais à un moment donné, cette équipe de Marseille ne savait pas quoi faire du ballon. Parce que ce n'était pas prévu dans le plan de jeu. Qu'est-ce que le Maroc doit faire? C'est-à-dire laisser le ballon à l'équipe de France et espérer que les Français ne sachent pas quoi faire avec ce ballon? Ce que je suis en train de dire, non, on s'attend à ce que l'équipe de France ait le ballon. Mais si par exemple, on a cette équipe de France qui décide de laisser la possession à l'équipe du Maroc, ça devient un problème. Parce que dans le plan de jeu marocain, ils ne se sont pas préparés à avoir la possession. Ce qui veut dire que lorsqu'ils auront le ballon, ils vont tergiverser. Parce que là, ils seront en face d'une situation qu'ils n'avaient pas anticipée. Et s'ils tergiversent, ça laisse le temps à l'équipe de France de récupérer le ballon et de punir. Donc ça, par exemple, c'est un scénario qui pourrait mettre à mal cette équipe du Maroc. Parce que j'ai analysé toutes les victoires du Maroc dans cette Coupe du Monde. Et face à la Croatie, elle n'avait pas la possession de balle. Face à la Belgique, elle n'avait pas la possession de balle. Face aux ogres espagnols et aux ogres portugais, ils n'avaient pas la possession. Donc on voit qu'il y a un plan de jeu qui est bien rodé lorsqu'il n'y a pas de possession. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on leur laisse la possession? Est-ce que c'est le même plan de jeu? Est-ce qu'ils sauront quoi faire avec le ballon? J'espère vraiment que cette équipe de France ne pourra pas préparer un coup de ce genre pour mettre en mal cette équipe de Maroc. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout, ces Marocains, aller chercher cette finale, accrocher cette finale pour en sortir vainqueur? Est-ce que vous les voyez aller au bout de cette compétition, mon cher Loïc Foucault?
aller au bout de ces compétitions, comme j'ai dit, ce sera difficile mais pas impossible. Difficile mais pas impossible, une fois de plus. Vous aimez cette formule décidément. Alors, on va se focaliser également sur la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde, la 22e d'ailleurs du JAR. Il s'agira de la rencontre entre l'Argentine et bien sûr la Croatie. L'Argentine de Lionel Messi, l'Argentine d'un certain Lautaro Martinez, l'Argentine d'Otamendi qui sera donc opposée à la Croatie de Luka Modric, de Marcelo Brozovic, de Matteo Kovacic, ou encore d'Ivan Perisic, de Kramaric, de Guardiola, de Dejan Lovren. Bref, ça sera également une très très belle affiche. Alors, comment l'entrevoyez-vous cette rencontre, mon cher Jojo Lawson? Est-ce que l'Argentine peut enfin réaliser ce rêve, celui d'aller chercher cette étoile qui, jusqu'ici, fuit Lionel Messi? Alors, la rencontre Argentine-Croatie, c'est une rencontre serrée. Parce qu'on a en face deux équipes qui sont très solides. Une repose entièrement sur l'efficacité de Lionel Messi, parce que voilà, il a su être cet homme qui a porté l'équipe d'Argentine de bout en bout. Et l'équipe croate qui fait preuve d'un collectif juste exceptionnel. Donc on a en face un collectif bien huilé et on a une équipe qui repose sur l'individualité d'un seul joueur. Donc si on se retrouve dans une rencontre pareille, on peut dire que les Croates pourraient réaliser une bonne performance si ils réussissent à quadriller le génie argentin du début jusqu'à la fin, ce qui mettrait justement l'équipe argentine vraiment en difficulté, parce que en dehors de Messi, parce que Messi il est à la fois passeur, il est à la fois buteur, il est au début et parfois à la fin des actions. Donc ça c'est une rencontre très serrée, que je pourrais me qualifier un peu d'ouverte, parce que on a deux équipes joueuses qui jouent au ballon, parce que l'équipe croate lors de la dernière rencontre a juste été exceptionnelle. Clairement l'équipe d'Argentine peut aller jusqu'au bout, parce que bien évidemment elle a Lionel Messi, mais le problème en réalité aujourd'hui, c'est qu'il est le point fort et le point faible de cette équipe. Le point fort parce que justement il est capable du meilleur, et le point faible parce que justement si Messi n'est pas dans les bonnes conditions, si Messi est, comment je vais dire ça, est quadrillé du début jusqu'à la fin du match, en réalité, ça sera très compliqué de pouvoir justement, ça sera très compliqué justement pour cette équipe de venir à bout de son adversaire, parce que contrairement à, par exemple, à une équipe comme l'équipe du Brésil, dans laquelle justement on a Neymar et on a les autres, quand Neymar est en dessous, on a quelqu'un qui peut prendre le jeu à son compte, notamment Vinicius Junior. Par contre, en Argentine, on n'a pas ça. On a l'impression qu'en équipe d'Argentine, c'est comme à l'époque où Messi jouait au Barça. Et si on réussit à faire un peu anti-Messi, je pense que ça sera compliqué pour que l'équipe d'Argentine aille jusqu'au bout. Mais si Lionel Messi est stratosphérique et qu'il joue comme il a joué lors du quart de finale, alors là, ça peut être son année. Et il pourra aller au bout. Mais cette Coupe du Monde a une particularité, c'est que chaque fois qu'on attend une équipe, chaque fois qu'une équipe est attendue et on se dit que son meilleur joueur est au meilleur niveau, elle a tendance à décevoir. Donc voilà, ça peut être l'année de Messi si les Argentins se concentrent, et si quand l'Argentin n'est pas à son meilleur niveau ou est un peu en dessous, on a quelqu'un qui puisse monter en puissance et amener l'équipe en haut. Je retiens une chose de votre sortie, Jojo Lawson. Vous avez clairement dit que Lionel Messi est à la fois le point fort et le point faible de cette équipe de l'Argentine. Le point fort, pourquoi? Parce que lorsqu'il décide de jouer à son véritable niveau, comme il le fait jusqu'ici, depuis le début d'ailleurs de cette compétition, eh bien l'Argentine joue bien et l'Argentine gagne. Mais s'il ne se retrouve pas de très très bonnes dispositions, et là, c'est certain que l'Argentine se retrouvera dans une posture un peu plus différente et se mettra clairement en difficulté. Donc, du coup, il y a une certaine Messi-dépendance dans cet effectif. Alors, est-ce que vous partagez cet avis de Jojo Lawson, Loïc Foucault? Oui. Oui, il y a une Messi-dépendance quand même au sein de cette équipe d'Argentine, oui. Mais on voit que cette Messi-dépendance est d'abord mentale, elle est psychologique. Parce qu'on a l'impression que la majorité des joueurs se battent pour Messi.
On se bat pour Messi. Ils ne conçoivent pas d'abord cette campagne comme une compétition à remporter pour l'Argentine. Ouais. On se dit, il faut se battre pour Messi. Et pour moi, ça va rester quand même un facteur. Un facteur je veux dire, qui peut nuire à cette équipe d'Argentine. Ouais. Mais je pense que tenir aussi ce discours serait un peu réducteur. Serait un peu réducteur parce que, voilà, lorsqu'on regarde le match face aux Pays-Bas, c'est pas Messi qui inscrit les 2 buts. Le penalty, la faute n'est pas commise sur Messi. Oui. Donc on voit que ce n'est pas que Messi dans cette équipe, c'est un collectif. On voit des joueurs comme Enzo Fernandez qui réalise une très grosse Coupe du Monde. On voit Emi Martinez qui stoppe le penalty. À ce moment, on ne parle pas de Messi. C'est vrai que oui, lorsqu'on a un joueur comme Messi dans un effectif, c'est normal qu'il prenne toute la place. Mais attention, cette équipe a aussi des menaces. Julian Alvarez qui monte aussi en puissance dans cette équipe d'Argentine. De Paul, par exemple, également, qui fait un bon travail dans l'entrejeu. Qui fait plutôt un bon travail. Acuna sur le côté droit et tout ça. Ouais. Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui sont là et qui sont prêts à faire des choses intéressantes. Maintenant, dire que se limiter à Messi, pour moi, ce serait quand même réducteur de l'effort, de l'effectif de cette équipe. Ça veut dire quoi? Il faudrait un plan anti-Messi côté croate? Ou alors, il faudrait pratiquement se focaliser sur tout l'effectif argentin? Normalement, on ne peut pas se focaliser uniquement sur Messi. Parce que si vous voulez gagner un match, vous devez marquer. Ouais. Vous ne pouvez pas gagner un match en empêchant votre adversaire de marquer. Vous gagnez des matchs en marquant un but de plus que votre adversaire. Donc, vous avez la possibilité, quel que soit le plan anti-Messi que vous ferez. Ce n'est pas le plan anti-Messi qui vous permettra de marquer un but et de remporter le match. Non. Vous avez besoin de marquer. Vous avez besoin, oui, d'analyser les joueurs clés, les phases clés. Si dans les phases clés offensives de cette équipe d'Argentine, c'est Messi qui est le joueur clé, alors stopper Messi. Mais comme j'ai dit, dans cette attaque argentine, il n'y a pas que Messi. J'ai parlé de Lautaro Martinez qui a peut-être perdu sa place de titulaire au fil de la compétition. Mais il y a Julian Alvarez. Il y a des milieux comme Enzo Fernandez qui est stratosphérique. Donc, dire qu'il faudra stopper Messi pour un plan anti-Messi pour remporter cette rencontre, pour moi, ce serait la meilleure façon de la perdre. La meilleure façon de la perdre. Alors, on va sortir cette émission avec vos pronostics, puisque vous êtes le consultant permanent de cette émission de prolongation en football sur les antennes de For You Media Africa. Vous allez vous livrer un jeu de pronostics et forcément, on sortira les bandes lorsqu'il faudra effectivement revenir sur ces différentes affiches-là. Vous avez 2 matchs, Loïc Foka, où vous devez pronostiquer ou du moins nous ressortir les 2 équipes qu'on pourrait retrouver d'ailleurs en finale. On voit d'un côté bien sûr la Croatie et l'Argentine pour cette première demi-finale qui se disputera demain à 20h. Il s'agira bien sûr de cette première affiche du 13 décembre 2022, 20h, coup d'envoi Croatie-Argentine. Votre pronostic? Croatie. Croatie pour cette première demi-finale. La deuxième, le score 2-1. Ah oui. Et deuxième, Maroc au tir au but. Maroc au tir au but face à l'équipe de France. Et vous pronostiquez d'ailleurs une victoire, ou du moins une finale, Maroc-Croatie au soir du 18 décembre prochain. Merci à vous d'avoir été une fois de plus notre invité dans le cadre bien sûr de ce débrief des quarts de finale à la 22e édition de Coupe du Monde de football. C'est moi qui vous remercie, mon cher Baudelaire. Ça a été un plaisir. C'était un plaisir et... On va dire quoi? À la prochaine, en espérant que mes pronostics ont été validés. Ouais, validés, du moins ils ont déjà été enregistrés. Ça, c'est une certitude. Merci également à vous, Jojo Lawson, pour votre contribution à distance. Achille Sark s'est excusé, un imprévu de dernière minute, mais il promet d'être là la semaine prochaine pour certainement le débrief de cette finale de la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Merci à vous d'avoir été nombreux à l'écoute, bien sûr, de cette émission de For You Sport, ou du moins de prolongation football. For You Sport, le max, c'est à la radio. Donc, pour de prolongation football sur les antennes de For You Media Africa, nos programmes se poursuivent.